L'économie russe est exactement comme son dirigeant. Petite, instable, et elle fait semblant d'être une superpuissance. Mais maintenant, les murs se referment sur Vladimir Poutine. Le gouvernement russe est littéralement à court d'argent. Et sa solution est un retour désespéré aux tactiques de l'époque soviétique, en saisissant la richesse de sa propre élite. Le pétrole brut atteignant un niveau bas depuis l'invasion et le pétrole russe vendu à prix réduit, le Kremlin perd rapidement de l'argent. C'est pourquoi, pour financer un budget militaire de 150 milliards de dollars, Poutine fait ce que tout dictateur fait en temps de crise, quoi, il confisque des milliards à ses propres oligarques, les ministres de la Défense et les hauts responsables. Les Russes appellent cela le début de la fin. C'est parce que cette décision est motivée par la peur d'un effondrement économique au niveau de l'État, qui pourrait entraîner un chômage de masse et une révolution. Alors que l'économie de l'État s'effondre, les citoyens font face à la ruine financière. La propre famille de Poutine continue de s'enrichir, avec sa nièce qui vient de recevoir 50 milliards de roubles d'argent public. Pendant ce temps, tout citoyen russe qui ose critiquer la guerre est envoyé au goulag. C'est pourquoi de nombreux militants en Russie quittent simplement le pays. Pendant ce temps, Poutine affirme qu'il mène cette guerre pour protéger les Russes. Alors commençons par le début. L'économie russe fait face à une pénurie aiguë de liquidités. C'est un énorme problème pour quelqu'un comme Poutine, car plus de 50% des travailleurs russes sont en réalité employés par l'État. Cela signifie que si son gouvernement manque d'argent, les gens perdront leur emploi, et c'est une très bonne recette pour une révolution. Maintenant, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes russes de renom qui le disent, et qui dénoncent cela publiquement tout en vivant en Russie. C'est un énorme risque, alors écoutez bien. Mais si on le souhaite, c'est possible. Par exemple, selon nos informations sur l'Arabie Saoudite, ils affirment pouvoir augmenter la production en 2 semaines. Et donc, en général, si l'Inde veut renoncer aux achats russes, elle pourra le faire. C'est-à-dire qu'elle trouvera quelqu'un à qui l'offrir. Peut-être que ce ne sera pas aussi bon marché, mais en principe, elle le peut. L'Inde va maintenant estimer ses pertes liées à la hausse du pétrole. La remise sur le pétrole russe étant réduite. L'économie sur les frais de transport, avec un approvisionnement depuis les États-Unis, sera calculée. Ce n'est pas immédiat, mais sera effectué. Et en fonction de cela, les raffineries publiques indiennes recevront des instructions sur l'achat ou non du pétrole russe. Il semble possible qu'elles soient instruites de ne pas acheter. Et puis les chiffres que vous avez annoncés là, 250 milliards, ce sont aussi de faux chiffres. Ils ne seront pas reçus non plus. Mais cela signifie que la Russie entre dans une situation de déclin tragique des recettes de l'État. Il faut comprendre que les gens disent « Oh, les recettes de l'État, qu'est-ce que ça me fait ?» Encore une fois, les gens comprennent mal comment l'économie russe est structurée. L'économie russe est une économie d'État. Donnons encore quelques chiffres aux gens, sinon ils ne comprennent pas toujours cela. Commençons par le simple fait qu'en Russie, plus de 50% des personnes employées travaillent pour l'État. Ce sont des employés budgétaires, d'une manière ou d'une autre, ils travaillent dans certaines institutions de la sphère budgétaire, et le paiement de leur salaire dépend du fait que le ministère des Finances ait de l'argent ou non. En Russie, si l'on considère enseignants, forces de sécurité et militaires. Bien sûr, ce sont les professions les plus courantes en Russie. Alors, qu'est-ce qui ne dépend pas du budget? Les caissiers, les manutentionnaires et les chauffeurs ne dépendant pas du budget. Oui, les caissiers à Piatarochka, oui, mais ils dépendent aussi du budget. Les employés ont les moyens d'acheter sur place. Sans argent, ces personnes exerçant des métiers ordinaires restent au chômage. Ensuite, il y a un sujet très intéressant en Russie. Quelle est la part de l'État dans l'économie en général? Quelle est la part du secteur public dans le produit intérieur brut de la Fédération de Russie? Il y a eu d'âpres discussions sur ce sujet pendant de très nombreuses années. Les gens de l'Institut de l'économie nationale l'ont calculé et ont obtenu 50% du produit intérieur brut pour le budget de l'État et le secteur public. Le chiffre le plus inquiétant a été fourni par la Chambre des comptes sous Stepachin. Ils ont donné 70%, ou peut-être 50%. Il faut comprendre que la baisse des recettes budgétaires concerne toute l'économie, pas seulement le ministère des Finances. Des problèmes dans toute l'économie russe. Il est important de se rappeler que cela se produit à un moment où les prix du pétrole sont en baisse. Lors de cet enregistrement, le pétrole brut vaut environ 60 $ le baril. C'est le prix le plus bas, ou presque le plus bas, auquel le pétrole s'est échangé depuis le début de l'invasion. Et n'oublions pas, il s'agit de pétrole brut. Le pétrole russe se négocie en fait avec une remise bien plus importante que le pétrole brut. Parce que la Russie est le pays le plus sanctionné au monde.
Cela signifie que tout pays qui veut prendre le risque d'acheter du pétrole sanctionné, eh bien, il lui faut un petit peu de motivation pour accepter ce risque. Cela signifie des remises. D'après les données publiques, le pétrole russe se négocie actuellement à environ 54 $ le baril, ce qui signifie qu'il y a une remise de 6 $ entre le pétrole russe et tout autre pétrole. Cela ne tient pas compte du fait que dans certains ports, le pétrole russe se vend à un prix bien plus bas, en raison du plafonnement européen, à 47 $ le baril. C'est un enjeu clé car, selon les experts, le seuil de rentabilité du pétrole russe est d'environ 45 $ le baril. Si le prix descend sous ce seuil, la Russie perd de l'argent en vendant du pétrole, car l'extraction lui coûte plus cher. Bien sûr, c'est quelque chose que Poutine ne veut absolument pas, parce qu'il est à court de liquidités. Voilà pourquoi il a récemment activé la planche à billets russes pour combler ce déficit budgétaire. Malheureusement, ce trou ne cesse de grandir chaque jour. C'est parce que Poutine devrait dépenser environ 150 milliards de dollars rien qu'en 2026 pour son armée. Donc si imprimer de l'argent ne suffit pas, il doit trouver cet argent ailleurs. Parce qu'il ne veut pas manquer de payer ceux qui possèdent une arme, c'est-à-dire ses soldats. C'est pourquoi Poutine se retourne contre ses propres amis et ses propres ministres. Regardez les nouvelles qui viennent de Russie ces dernières semaines. Et ça fait beaucoup. Il a saisi une entreprise alimentaire de plusieurs milliards de dollars à un oligarque russe. Je suis certain que ça lui apportera un bon flux de trésorerie. Il a aussi pris un demi-milliard de roubles à un directeur des ressources humaines du ministère de la Défense. Il a aussi arrêté un autre officier du ministère de la Défense, le vice-ministre, soupçonné d'avoir volé 4 milliards de dollars à Poutine. Bien sûr, c'est prétendument. Il a également arrêté le directeur de l'agence d'assurance des dépôts pour 4 milliards de dollars, arrêté un autre chef régional pour un autre demi-milliard de roubles, et arrêté le chef du ministère de l'Intérieur. Enfin, il a aussi arrêté un chef de sa propre organisation, Pionnier, qu'il avait lui-même créé. Maintenant, il arrête ce chef juste parce qu'il veut l'argent volé au public russe. Comme vous pouvez le constater, cela fait beaucoup, et le rythme de tous ces rapports n'a fait qu'augmenter au cours des dernières semaines. Mais pendant qu'il fait cela à ses amis, sa famille leur devient en réalité de plus en plus riche. La nièce de Poutine vient de recevoir encore 50 milliards de roubles du budget de l'État simplement parce qu'elle défend la patrie. Selon vous, que fait Poutine pour soutenir les Russes, alors que les foyers traversent une période difficile ? Leurs économies sont tombées à leur plus bas niveau depuis 8 ans, et cela vient de la Banque centrale russe. S'ils le disent publiquement, je me demande à quel point la situation est réellement grave en ce moment. Il est également important de se rappeler que cela arrive à un moment où l'inflation en Russie est hors de contrôle depuis 3 ans. Cela signifie que les Russes économisent bête moins d'argent. Mais en plus, l'argent qu'ils arrivent à économiser vaut beaucoup moins. Mais chaque fois que quelqu'un se plaint de tout cela, ou de la guerre, vous savez ce qui se passe. Petit indice, le héros de Poutine, c'est Staline. Un coiffeur russe de la région de Saint-Pétersbourg vient d'être condamné à 5 ans et 2 mois de prison pour avoir diffusé de fausses informations sur l'armée russe. Quelles sont ces fausses informations, vous demandez-vous ? Elle a partagé une publication avec sa voisine sur un soldat russe exécutant un prisonnier ukrainien. Dans n'importe quel autre pays normal, cela serait considéré comme un crime de guerre et le soldat serait puni pour cela. Mais en Russie, c'est la personne qui dénonce le crime de guerre qui est punie. Mais voici son dernier message avant qu'elle ne soit envoyée au goulag. Écoutez bien. Un jour, nos descendants qualifieront plusieurs générations de faibles. D'abord, nous avons docilement permis que des millions d'entre nous soient tués, puis nous avons soigneusement dorloté les tueurs dans leur vieillesse confortable. Anna Alexandrovna, coiffeuse de 47 ans de la région de Leningrad, a écopé de 5 ans et 2 mois de prison pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. Elle a été dénoncée par une voisine. Elle serait soi-disant plus sympathique. Elle se disait notre amie jusqu'en novembre 2022. En réalité, elle s'opposait déjà aux politiques du président et au pays. Elle se préparait à partir en Turquie et apprenait le turc. Elle se préparait pour la Turquie et apprenait le turc. Le tribunal a reconnu Alexandrova coupable de diffusion de fausses informations sur l'armée, motivée par la haine politique, selon l'enquête. Anna a publié des messages anti-guerre anonymement. Elle m'a envoyé toutes sortes d'informations. Elle m'envoyait toutes sortes d'informations discréditant les forces armées russes sur WhatsApp. Voir les cadavres de soldats déchiquetés était très négatif pour moi. C'est négatif pour moi, au final. La condamnation d'Alexandrova repose uniquement sur une publication à propos d'un prisonnier ukrainien décapité.
Publié sur la page d'Irochka Sergeyev, les chaînes Radical Z ont diffusé une nouvelle vidéo montrant l'exécution brutale d'un prisonnier de guerre ukrainien. De telles atrocités insensées révèlent le visage du monde russe. Anna a été arrêtée en novembre 2023. Sa sentence a été annoncée en avril 2025. Anna a fait appel, mais le 6 novembre, le tribunal de Saint-Pétersbourg a maintenu la sentence. Juge, laissez-moi partir. J'ai tout vu, je veux rentrer chez moi, loin des chaînes et du fracas du métal. J'écrirai sur autre chose, mais ici, il n'y a ni aube, ni lumière, ni existence. J'ai tout vu, tout connu. Ce corps froid enchaîné, c'est moi. Au fait, vous vous souvenez de la chanteuse russe dont on a parlé il y a quelques semaines, Diana Longniveau? C'était elle qui chantait la chanson sur la place Saint-Pétersbourg, appelant à la chute de Poutine. La chanson du lac des Cygnes est récemment assez souvent jouée par les Russes, lors de mauvaises nouvelles en Union soviétique. Elle vient de sortir de prison après y avoir été envoyée 2 fois. La première fois, elle y est restée 2 semaines pour avoir enfreint le couvre-feu. C'était la loi qu'ils ont utilisée. Mais dès qu'elle est sortie, nous avons vu des policiers qui l'attendaient juste devant la prison. Elle a de nouveau été arrêtée, amenée au tribunal, accusée d'un autre crime, puis renvoyée en prison. Heureusement, elle a pu sortir après sa peine de prison avant que la police ne l'arrête à nouveau. Elle a quitté le pays. Elle s'est rendue compte qu'ils inventaient simplement des crimes contre elle parce qu'elle chantait une chanson appelant à la chute de Poutine. Je rappelle que Poutine a affirmé avoir lancé cette guerre pour protéger les Russes. Pendant ce temps, il est vrai que les Russes quittent le pays pour vivre en paix. Mais malgré tout, Poutine n'aime pas cette chanson. La voici de nouveau, écoutez bien. Je n'aime vraiment pas du tout cette attitude. C'est pour moi. Je n'aime pas ça, c'est négatif pour moi. C'est pour moi. Je n'aime pas ça, pas du tout. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime tout simplement pas ça. Je n'aime pas ça. Yeah. Ceci là. Je n'aime pas du tout ça. Je ne veux juste pas ça. Je n'aime juste pas ça. Yeah. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Diffuser des frappes de drones ou des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, d'où la restriction des vidéos. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite de zéro, donc sans restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter nos images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les annonceurs sont mécontents de notre couverture. Notre site est financé par votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse et que vous souhaitez accéder à nos vidéos non censurées et à du contenu bonus indisponible sur YouTube, rejoignez-nous sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.